Allô, bon vendredi à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer l'histoire de la fondation de la ville de Québec. Je vais lire un autre chapitre de notre nouveau roman Guillaume de François Gravel. Je veux vous reparler du feuillet sur les Incas avec les petits jeux qu'il y a à l'intérieur et revenir avec vous sur mon jeu d'écriture dont je vous ai parlé hier parce qu'il me manquait de temps pour élaborer un petit peu plus. Alors, on commence avec la ville de Québec. Alors, tu te rappelles, hier, on a exploré, vue du fleuve, à quoi ressemble la ville de Québec. Hein? C'est comme sur une pointe. Et il y a le Cap Diamant qui est constitué vraiment de falaises. Donc, c'était un endroit idéal pour s'installer pour les Français parce que on pouvait voir de partout s'il y avait des ennemis qui approchaient et c'était extrêmement difficile aussi d'accéder au haut de la falaise. Donc c'était vraiment un super endroit et tu te rappelles que Québec voulait dire là où le fleuve se rétrécit, donc passage étroit. Maintenant, si on regarde plus en détail, le château Frontenac, qui est un hôtel, hein, doit son nom à un gouverneur de la Nouvelle-France, Louis de Buade, comte de Frontenac. En fait, il n'a jamais habité le château qui porte son nom, mais il gouvernait la Nouvelle-France 200 ans avant la construction de l'hôtel. Ici, c'est une promenade qu'on a le long du fleuve, au bord, juste devant le château Frontenac, qui s'appelle la terrasse d'Offrune. Ça se trouve à l'endroit où Champlain a bâti le fort Saint-Louis en 1620. Au sommet des falaises, le long du Saint-Laurent, la terrasse s'étend du château Frontenac à la promenade des gouverneurs qui mène aux plaines d'Abraham. Donc, tu te rappelles, les plaines d'Abraham, c'est sur le haut du Cap Diamant, c'est le haut des falaises. Donc, il y avait un mur de pierre, des fortifications qu'on appelle, donc tout autour pour protéger la ville. Et donc, ça a été créé en 1879 à la demande du gouverneur général du Canada, Lord Dufferin. Donc, cette terrasse-là a été créée beaucoup plus tard, mais ça a été créé à la demande du gouverneur général du Canada qui s'appelait Lord Dufferin. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la terrasse Dufferin. Mais du temps de Samuel de Champlain, ça n'existait pas. En fait, l'endroit existait, mais pas la terrasse comme telle. Avant 1663, la rue du Petit Champlain était appelée rue de la Fontaine de Champlain. Cette rue est très étroite et se trouve dans le quartier qu'on appelle Petit Champlain, au pied de la terrasse d'Offrune. Donc, je t'ai dit que cette terrasse-là, elle est devant le château Frontenac, mais elle est en Haute-Ville. Il faut un escalier pour descendre et c'est un petit quartier qui s'appelle le Petit Champlain. Et les maisons qui l'abordent ont plus de 200 ans. Elles logent des artistes et des boutiques d'artisans. Peut-être que tu es déjà allé, c'est très joli. Il n'y a pas de voiture qui peut circuler sur cette rue, c'est une rue piétonnière. À l'une des extrémités de la rue du Petit Champlain, l'escalier casse-cou a été construit au premier temps de la Nouvelle-France. À cette époque, on l'appelait l'escalier Champlain. Donc, c'est ce que je t'expliquais. Pour passer de la Haute-Ville à la Basse-Ville, on avait cet escalier et ça mène directement à la rue du Petit Champlain. Du quartier Petit Champlain, on peut se rendre à pied au Vieux-Port. En automne, des bateaux de croisière viennent y accoster. C'est l'occasion d'admirer de près ces géants de la mer. Une histoire de 400 ans
et plus, hein, parce que le livre, ça fait un petit bout qu'il a été publié. Mais évidemment, si la ville a été créée en 1608 et qu'on est en 2020, si tu calcules bien, ça fait 412 ans maintenant. En 1608, la première colonie française d'Amérique naît à Place-Royale. Donc, Place-Royale, c'est un endroit où on pense qu'il y a eu les premières communautés autochtones qui se sont établies à Québec. Mais c'est aussi là que Champlain a décidé de s'établir avec ses compagnons et qu'ils ont construit la première habitation de Québec. Et cette habitation-là, qu'on voit ici, elle servait à la fois de fort, de résidence et de magasin, c'est-à-dire d'entrepôt, pour y mettre des provisions, des munitions, etc. Louis Hébert, on voit une statue ici, est le premier apothicaire à s'établir à Québec. Qu'est-ce qu'un apothicaire? C'est un peu un ancien mot pour dire pharmacien. Il cultivait des plantes médicinales, donc des herbes, des plantes, des fleurs, toutes sortes de choses qui servaient à guérir les gens. En 1617, il s'installe sur les hauteurs de la ville avec sa femme et ses 3 enfants. Il sème du blé et cultive un jardin pour nourrir sa famille et récolter les plantes qu'il utilise pour traiter les maladies. Ici, on a une sculpture qui représente le roi de France et elle est au centre de Place Royale. Elle existe encore, cette Place Royale. Ici, on voit un des côtés de la place. C'est un endroit où il y a comme 4 côtés et au centre, c'est des pavés, si tu veux, un grand espace libre au milieu. Et donc, cette statue est au centre et elle rappelle que la place du marché est devenue place royale en 1689 en l'honneur de Louis XIV, surnommé le roi Soleil. Parce que bien sûr, c'est lui qui ordonnait les explorations pour le compte de la France. L'église Notre-Dame-des-Victoires est la plus vieille église en pierre d'Amérique du Nord. Elle a été construite en 1688 sur l'emplacement de la première habitation de Champlain et s'appelait Église de l'Enfant Jésus. Québec a conservé les murs et les édifices militaires qui servaient autrefois à la défendre. Ici, tu vois, la porte Saint-Louis est l'une des portes par lesquelles on entre dans le Vieux-Québec. Donc, tu vois le mur et la porte. C'était surveillé, évidemment, pour ne pas laisser entrer n'importe qui. Aujourd'hui, c'est une rue comme les autres, mais tu dois passer dans un genre de petit tunnel pour traverser le mur. On peut passer en voiture. Avec ces murs, ces rues et ces édifices qui portent plus de 400 ans d'histoire, le Vieux-Québec figure parmi les trésors du monde. Et tu sais que c'est un endroit très touristique maintenant. Il y a des gens de partout dans le monde qui viennent visiter la première ville francophone d'Amérique du Nord. Les couleurs d'une ville. Alors, la ville de Québec porte le titre de capitale depuis 1608. Donc, évidemment, c'était la capitale de la Nouvelle-France. Ça s'appelait ni le Québec ni le Canada, ça s'appelait la Nouvelle-France. En 1760, c'est devenu la capitale de l'Amérique du Nord britannique, parce que tu vas voir qu'à un moment donné, la ville est tombée aux mains des Anglais. Et en 1867, c'est devenu la capitale du Québec quand la province de Québec a été fondée. Ici, on a l'hôtel du Parlement qui abrite l'Assemblée nationale du Québec. Alors, c'est dans la ville de Québec qu'on retrouve le Parlement, là où il y a le gouvernement du Québec, avec les députés, les ministres qui se réunissent pour voter des lois
et discuter différentes choses pour diriger la province de Québec. Alors, c'est formé bien sûr par le premier ministre, les ministres et les députés élus par la population québécoise. Il y a aussi l'hôtel de ville, où c'est le conseil municipal qui se réunit avec le maire, les conseillers qui ont été élus par les habitants de la ville. On appelle ça un conseil municipal. Je continuerai demain parce que si je veux avoir le temps de lire autre chose, je vais devoir m'arrêter ici. Alors, on y va avec Guillaume pour le chapitre 2. Tout cela avait commencé très tôt quand Guillaume n'avait que 3 ou 4 ans. Ce n'était pas la faute de ses professeurs, ni celle de ses parents, ni de qui que ce soit d'autre. Il était né comme cela, tout simplement. Au début, il lui arrivait de parler trop vite, comme si les mots voulaient jouer à saute-mouton. Ensuite, il s'était mis à répéter certaines syllabes. Cela faisait parfois rire ses amis de l'entendre dire banane ou bicyclette, mais Guillaume, lui, ne trouvait pas ça drôle du tout. Pourquoi n'arrivait-il pas à parler comme tout le monde? Ses parents auraient bien voulu l'aider. Ils avaient consulté plusieurs médecins qui avaient tous dit la même chose. Ce n'était qu'un tout petit problème très mineur et qui guérirait avec le temps. Mais les médecins s'étaient trompés. Plus le temps avait passé, plus son problème était devenu grave. Il répétait 10 fois les mêmes syllabes, si bien qu'il lui fallait une éternité pour faire une simple phrase. La plupart du temps, il n'arrivait même pas à la terminer, les mots restaient coincés dans sa gorge et ne voulaient plus sortir. Au lieu d'être légers comme des ballons, les mots étaient durs et rugueux, aussi durs et rugueux que des blocs de béton. Guillaume haussait alors les épaules et se réfugiait dans son silence. Alors ici, tu vois une comparaison, parce qu'on compare des mots à des ballons ou à des blocs de béton. Ce n'est pas drôle d'aller à l'école quand on souffre d'un tel problème. Chaque matin, il priait pour que ses professeurs ne lui posent pas de questions. Il s'assoyait toujours au fond de la classe, silencieux, et travaillait tranquillement, sans jamais déranger personne. S'il avait pu se frotter avec une gomme à effacer jusqu'à ce qu'il ait disparu, il l'aurait sûrement fait. Il avait quand même d'excellents résultats, particulièrement en mathématiques. Il pouvait résoudre tous les problèmes qu'on lui demandait, à condition que ce soit sur une feuille de papier ou dans un cahier. Quand les professeurs posaient des questions de calcul mental, il trouvait souvent la réponse avant les autres, mais il ne levait jamais la main pour la dire. Il préférait perdre des points plutôt que d'avoir à parler. Il avait aussi de bonnes notes en français, surtout pour les dictées. Comme il lisait beaucoup de livres, il avait un vocabulaire étendu et il commettait rarement des fautes d'orthographe. La plupart de ses amis détestaient écrire, mais pas lui. Il aurait préféré composer 100 pages plutôt que de prononcer une seule phrase. Un jour, quand il était en 4e année, il avait rédigé une composition tellement belle que la maîtresse l'avait accusé d'avoir triché. Guillaume aurait pu protester qu'il avait eu l'idée tout seul et qu'il ne l'avait pas copiée dans un livre, mais il lui aurait fallu pour cela s'expliquer pendant des heures. Il avait préféré se taire et la maîtresse lui avait mis un 0. Depuis ce jour-là, il faisait toujours en sorte que ses compositions ne soient pas trop bonnes. Personne ne pourrait l'accuser d'avoir triché et personne non plus ne lui demanderait de les lire devant la classe. Je vais terminer là pour aujourd'hui parce que je veux vous parler de ça que j'ai mis sur Dojo. Alors, le petit feuillet sur les Incas. Si tu n'as pas vu mes vidéos sur les Incas, va les voir sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, tu peux aller voir le document que j'ai déposé sur Dojo. Et ce sont un petit questionnaire, des petits jeux pour tester tes connaissances à propos des Incas. Des fois, ça va un petit peu plus loin. Et parfois, peut-être, tu te demandes à quoi ça réfère parce que c'est sûr que ça allait avec l'exposition. J'ai aussi mis un lien vers le musée Pointe-à-Calière où il y a un petit vidéo très court où tu peux voir certaines choses que j'ai vues durant l'exposition à Montréal. Et finalement, je voulais te parler de la cuisine bizarre. Donc, j'avais composé un petit poème qui allait avec ça. Ben, c'est pas vraiment un poème, mais c'est comme
un petit texte rigolo. Mais malheureusement, le temps me manque, donc je vais te le lire la prochaine fois. Bonne journée à toi!